On a tous vécu ce moment un peu flottant, Ah oui, en assemblée générale, en séminaire, n'importe. L'animateur pose une question à la salle, et là, c'est le grand silence. silence radio. Ou alors on a trois mains qui se lèvent timidement et on doit tirer des conclusions pour 200 personnes à partir de rien du tout. Comment on fait pour que ça marche? C'est vraiment le nerf de la guerre. Comment on transforme un public passif en participant actif et surtout comment on obtient des données fiables en direct. C'est un vrai casse-tête pour un organisateur. Exactement. Et aujourd'hui, on va se pencher sur une entreprise française qui dit avoir la solution. Practice. Alors pour ça, on a deux sources. Oui, on a d'un côté leur site web, avec les promesses, le discours marketing, et de l'autre, leur page LinkedIn avec des faits un peu plus bruts. L'idée, c'est vraiment de confronter les deux. De voir si le portrait qu'ils peignent d'eux-mêmes correspond à la réalité de leur structure. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière les mots comme interactivité ou fiabilité. C'est parti. Notre mission, décortiquer ce spécialiste de l'événementiel interactif pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'ils vendent concrètement? Alors, le site web, c'est une avalanche de mots-clés. Ah oui, j'ai vu ça. Boîtier de vote interactif, système de vote, clickers, vote assemblée générale. On comprend tout de suite où on met les pieds. Le message est très clair, oui. Ils fournissent les outils pour faire voter les gens. Mais la page LinkedIn, elle, apporte une précision qui change tout. Laquelle? Ils se définissent comme distributeurs et intégrateurs des solutions interactives Turning Technologies en France. Ah, ce n'est pas anodin, ça. Non, ça veut dire qu'ils ne sont pas une boîte de tech et qui a développé son propre système de A à Z. Ils sont le bras armé en France d'un géant américain du secteur. Donc d'un côté, ils dépendent d'une technologie qu'ils ne maîtrisent pas à 100%. Mais de l'autre, ça leur donne accès à des outils qui sont, on imagine, très éprouvés, très reconnus. C'est un positionnement très malin. Ils se concentrent sur le service, l'intégration, l'accompagnement, tout en s'appuyant sur la puissance de feu d'un partenaire. D'accord. Mais là où ça devient vraiment curieux, c'est quand on regarde leur argument d'expérience. Le site parle de, je cite, plusieurs décennies d'expérience dans les métiers de l'interactivité, de la formation. Attendez. Sauf que l'entreprise, d'après LinkedIn, a été fondée en 2011. Exactement. Le calcul est un peu particulier. Comment on peut avoir plusieurs décennies d'expérience quand on existe depuis à peine plus de 10 ans? Et ça, c'est la clé pour comprendre leur ADN. Ça suggère que les fondateurs, un certain Benoît Duré et Dominique Roland, ne sont pas partis de zéro en 2011. Ils ont apporté leur propre expérience acquise avant. Voilà, ils ont probablement un énorme bagage professionnel. C'est une façon de dire, l'entreprise est jeune, mais les pilotes sont des vétérans. C'est un message très fort pour rassurer les clients. C'est une manière de contrer l'objection « vous êtes une petite boîte ». En gros, ils disent « faites confiance aux personnes, pas seulement à la structure ». Dans l'événementiel, où un pépin technique peut tout ruiner, cet argument de seniorité doit être très efficace. Tout à fait. Et cette logique de rassurance, on la retrouve partout dans leur discours. Sur le plan commercial, par exemple, ils proposent 3 modes de collaboration. Oui, prestation, location et vente. C'est assez classique, non? C'est classique, mais ça couvre tous les besoins. C'est vrai. Soit on veut une solution clé en main pour un gros événement, c'est la prestation. Soit on a les équipes en interne, mais pas le matériel, on part sur la location. Et soit on veut s'équiper pour de bon, et c'est la vente. C'est flexible. Mais là où ils essaient de se démarquer, c'est sur leur promesse de savoir-faire. Qu'ils décomposent en 4 piliers, j'ai vu ça. Oui, alors il y a l'expertise pour aider à choisir, il y a la fiabilité, la promesse que ça ne va pas planter, et la sérénité qui est un peu la conséquence de tout ça. Vous en avez sauté un, et pour moi c'est le plus important, l'accompagnement. Ah oui, Ils utilisent une formule magique, un interlocuteur unique, réactif et disponible. N'importe quel organisateur d'événements qui a déjà dû jongler entre 10 contacts différents sait que cette promesse, c'est de l'or. c'est un argument commercial surpuissant, surtout quand on le met en perspective avec la taille de l'entreprise. Mais ce qui est frappant, c'est l'insistance, la répétition. Juste après ces 4 piliers, ils listent leurs atouts qui font la différence. Et on retrouve disponibilité, réactivité, fiabilité. Voilà, La fiabilité est mentionnée 2 fois à quelques lignes d'intervalle. Ce n'est plus un argument, c'est une obsession. ils ont compris le cœur du problème. Pour leurs clients, le plus important, ce n'est pas d'avoir le boîtier le plus joli ou l'appli la plus fun. C'est d'être sûr que le vote crucial de l'AG à 15h32 ne va pas planter. Point. C'est ça. Quand on analyse leur discours, en fait, ils ne vendent pas de la technologie. Non. Ils vendent de la tranquillité d'esprit.
Une assurance anti-stress pour organisateurs. C'est presque du Valium en prestation de service. J'aime bien l'image. Et cette promesse de sérénité, elle repose sur quoi? Sur les outils qu'ils déploient? Leur fiabilité dépend directement de celle du matériel? Justement, parlons-en de ces outils. Oui. Et on voit tout de suite qu'ils jouent sur deux tableaux. D'un côté, il y a le monde physique, les fameux boîtiers de vote, Les clickers? c'est ça. Ils insistent sur le fait qu'ils sont personnalisables, qu'on peut les habiller aux couleurs de l'événement. C'est un détail, mais c'est malin. Ça transforme un objet technique un peu froid en un support de communication. Ça l'intègre dans l'expérience. Ils parlent aussi de modèles polyvalents, comme les boîtiers QT avec des claviers complets. Ah oui, pour ne pas être limité au simple QCM. Exactement. Ça permet de poser des questions ouvertes, de saisir des chiffres. On n'est plus juste dans A, B ou C. Ce qui élargit les usages de façon considérable. On passe du simple vote à de la collecte de données plus qualitatives, de l'évaluation, du brainstorming même. Mais le point le plus stratégique, c'est qu'ils ne sont pas restés bloqués là-dedans. C'est le deuxième tableau rond, le numérique. Voilà. Ils mettent en avant une solution sans boîtier où tout se passe sur les smartphones et tablettes des participants. C'est le vote web ou le vote à distance. Et ça, c'est clairement une réponse aux nouvelles manières de travailler. Le fameux mode hybride. C'est là que leur positionnement devient vraiment fascinant. D'un côté, ils maîtrisent le vieux monde du boîtier physique. Qui a ses avantages en termes de contrôle, de sécurité. Dans une AG, on donne un boîtier par personne, on est sûr de qui vote et que personne ne vote deux fois. C'est un environnement fermé. Maîtrisé. Et de l'autre, ils maîtrisent le nouveau monde de l'application mobile. C'est plus agile, moins de logistique. Ça permet d'inclure les gens à distance. Mais c'est aussi plus risqué. On dépend du Wi-Fi, de la batterie du téléphone des gens, de leur capacité à se connecter. Le fait qu'ils proposent les deux, c'est le signe d'une grande maturité. Ils ne sont pas des évangélistes d'une technologie contre l'autre. Ils ont une approche agnostique qui est guidée par le besoin du client. C'est la mise en pratique de leur pilier expertise en fait. Exactement. Dites-nous ce que vous voulez faire, on vous dira quel est le meilleur outil pour y arriver, qu'il soit physique ou digital. Et ils déclinent ça en plusieurs usages très concrets. Prise de décision, évaluation, sondage d'opinion, animation. Ils balayent un champ assez large. Ça va de l'assemblée générale ultra formelle au séminaire de team building beaucoup plus ludique. Leur marché, finalement, c'est n'importe quelle situation où une personne a besoin de connaître la vie d'un groupe de manière structurée. Et instantané. Ça reste une niche, mais une niche avec beaucoup d'applications. Bon, on a vu le discours, la promesse. Passons aux faits, aux données brutes de LinkedIn. Et c'est là que les choses deviennent surprenantes. Je pense savoir de quoi vous voulez parler. Secteur. Events Services, ok. Siège à Vernon, en Normandie. Mais c'est la taille de l'entreprise qui m'a interpellé. 10 employés. Voilà. Attendez, seulement 2 à 10 personnes. On vient de parler de décennies d'expérience, de gestion d'AG, de solutions technologiques complexes. Comment une si petite structure peut porter de telles promesses? Ça change toute la perspective, n'est-ce pas? C'est le point de bascule de notre analyse. Cette information éclaire tout le reste. La promesse de l'interlocuteur unique n'est plus un argument marketing. C'est une conséquence logique de leur taille. Bien sûr, quand on est moins de 10, les clients parlent forcément aux experts, aux fondateurs. C'est un modèle de boutique, d'artisanat de haute technologie. Mais ça pose tout de suite la question de la scalabilité. Que se passe-t-il s'ils ont 3 grosses AG la même semaine dans 3 villes différentes? C'est la limite. Cet accompagnement hyper personnalisé, qui est leur plus grande force, pourrait aussi devenir leur plus grand goulot d'étranglement. C'est tout le paradoxe de ce modèle. Ils sont grands par leur expertise et leurs partenaires, mais petits par leur structure. Le statut de l'entreprise, partnership, une société en nom collectif, renforce cette idée. C'est-à-dire? C'est une structure qui implique une responsabilité personnelle et illimitée des associés. On est loin de la start-up anonyme. Les fondateurs sont en première ligne, avec leur nom, leur patrimoine. Ça colle parfaitement avec le discours sur l'engagement et la fiabilité. Mais il y a un autre détail, une dernière pièce du puzzle qui semble contradictoire. La levée de fonds? Oui. LinkedIn mentionne une levée de fonds de type Pre-Seed le 8 janvier 2018. Et là, ça devient vraiment passionnant. Une levée de fonds pre-seed ou d'amorçage, ça se fait normalement au tout début de la vie d'une entreprise, pour lancer la machine. Or, en 2018, Practice existait déjà depuis 7 ans. C'est très tardif. C'est comme si un adolescent demandait de l'argent de poche pour démarrer un stand de limonade. Pour moi, ça sonne comme le signal d'une crise ou d'un virage stratégique majeur,
Peut-être que le modèle de simple distribution s'essoufflait. C'est une lecture possible. Moi, je vois ça un peu différemment. Pas forcément une crise, mais plutôt une prise de conscience, une ambition. C'est-à-dire, Ils ont probablement vu le marché basculer vers le vote web et ont compris que leurs partenaires américains n'avaient peut-être pas la solution la plus agile ou la mieux adaptée au marché français. donc ils auraient levé les fonds, non pas pour démarrer, mais pour se réinventer. Exactement. Cet argent a très bien pu servir à financer le développement de leur propre brique logicielle pour le vote sur mobile, pour compléter l'offre matérielle de Turing Technologies. C'était peut-être le seul moyen pour eux de ne pas se faire distancer. Ce n'est pas un premier pas, c'est un pivot déguisé. Un pivot déguisé en amorçage, et ça montre une capacité d'adaptation et une vision stratégique assez impressionnante pour une si petite équipe. D'accord. Si on essaie de synthétiser tout ça, l'image qui se dessine est bien plus complexe que celle d'un simple prestataire. Practice, c'est une sorte d'hybride. Oui, un hybride entre l'artisan expert, incarné par cette toute petite équipe très senior, et l'intégrateur technologique qui s'appuie sur la puissance d'un partenaire américain. Ils ont le beurre et l'argent du beurre. En quelque sorte, l'agilité et la proximité d'une PME et la robustesse d'une technologie éprouvée à l'échelle mondiale. Et leur grande force, c'est d'avoir su transformer leur petite taille en argument de vente, avec cette promesse d'accompagnement ultra personnalisé. Pour un organisateur d'événements dont le pire cauchemar est de tomber sur une hotline anonyme à J-1, ce discours est très, très puissant. Et leur intelligence, ça a été de ne pas rester prisonnier du matériel. Ils naviguent entre les boîtiers physiques, qui restent la norme pour les contextes sécurisés, Et les solutions mobiles qui répondent aux besoins de flexibilité actuels. Cette dualité, probablement financée par cette fameuse levée de fonds de 2018, leur assure une pertinence à long terme. c'est ce positionnement de niche très clair qui semble être leur clé. Ils ne cherchent pas à être les moins chers, ni à gérer le plus de volume. Ils cherchent à être les plus fiables. Les plus rassurants, ils vendent une charge mentale en moins à leurs clients. Et ça, c'est un produit qui a beaucoup de valeur. Pour conclure, une question qui reste en suspens. On a vu que Practice maîtrise les deux mondes, le matériel et le logiciel. Mais la tendance de fond, c'est la dématérialisation totale. Le smartphone est en train de tout dévorer. C'est inévitable. Dans quelques années, l'idée de distribuer 500 boîtiers en plastique semblera peut-être complètement archaïque. Alors, que se passe-t-il pour une entreprise comme Practice le jour où 100% de ses prestations se font via les appareils personnels des participants? Une partie de leur valeur ajoutée historique, qui est la gestion d'un parc de matériel, disparaît. L'expertise se concentre alors presque exclusivement sur la robustesse du logiciel et la qualité de l'accompagnement humain. Est-ce que la valeur perçue par le client diminue? Et surtout, comment se différencier quand la barrière matérielle n'existe plus et que des dizaines de solutions purement logicielles, souvent moins chères, peuvent arriver sur le marché? C'est toute la question. Quelle est la prochaine frontière pour l'interactivité événementielle, au-delà de simplement faire voter les gens sur leur téléphone?